Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite et fin du chapitre d'induction numéro 2 concernant les transducteurs électromécaniques dans le cas de Lorentz. Alors ici, on va étudier un transducteur très particulier aujourd'hui, qui est un haut-parleur. Alors un haut-parleur a pour objectif, assez simplement, de transformer de l'énergie mécanique, enfin de l'énergie électrique, en énergie mécanique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va avoir, alors là je vais surligner sur le schéma pour que vous puissiez observer en même temps, on va avoir ici une bobine. Donc la bobine ici en vue de côté, ici la bobine en vue de face, donc qui fait le tour ici. Et cette bobine va être alimentée par une tension électrique qui va être cette tension U, l'image du son que l'on cherche à diffuser. Donc ici j'ai une tension électrique qui va contenir le signal acoustique que j'ai envie de générer. Alors cette bobine, qu'est-ce qu'il va lui arriver ensuite? Donc on a un courant qui va passer en son sein, et ce courant eh bien, va varier avec le signal que l'on veut délivrer à l'extérieur. Alors cette bobine, elle est placée dans un aimant. Et un aimant un petit peu particulier, dans la mesure où, alors on va utiliser rouge et bleu, ce sera mieux, on a le pôle nord qui est au centre, donc ici on a le pôle nord, et on a le pôle sud qui est tout autour. Là on a le pôle sud. Alors, ici, ça signifie que la bobine sera plongée dans un champ magnétique B qui va sortir du pôle nord et rentrer dans le pôle sud. Donc le champ magnétique B du haut-parleur, ça va être un champ magnétique radial. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'instant une bobine qui est fixée sur le pôle nord d'un aimant. Et cette bobine est plongée dans un champ magnétique radial. Alors, cette bobine, elle est aussi reliée à deux autres choses. Alors, elle est reliée à des petits ressorts ici, qu'on appelle des spiders. Donc les petits ressorts qui sont respectivement ici et ici. Et ces ressorts relient la bobine au châssis. Alors c'est pas tout à fait des ressorts, hein, c'est plus des membranes élastiques, mais on va les assimiler à des ressorts, qui lient la bobine au châssis. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc un châssis fixe qui est relié directement au pôle sud de l'aimant. Donc là, il faut imaginer tout autour ici le châssis fixe. Donc finalement, ce qui va se passer au fait, c'est qu'on va avoir la bobine mobile au milieu, qui va être liée à une membrane, elle aussi mobile. La bobine et la membrane forment un ensemble solidaire. Donc cet ensemble solidaire,
on va le matérialiser ici. Alors, hop. Donc, un ensemble solidaire mobile. Donc, cet ensemble solidaire mobile est relié au bâti fixe par des suspensions périphériques et des spiders au milieu qui vont jouer le rôle de ressort, si on veut. Donc là, ce que j'ai représenté en rose ici, c'est les ressorts qui vont relier donc la partie mobile représentée en vert à la partie fixe constituée du châssis et de l'aimant. Donc ici, hop, on a la bobine mobile représentée avec ses deux pôles nord et sud. On a l'aimant qui est constitué de ses pôles nord et sud, et ici on a la bobine qui va être mobile et qui va être solidaire de la membrane. Mobile elle aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en gros, on va avoir une bobine liée à une membrane qui est susceptible de bouger et qui est reliée par un ressort à un bâti fixe constitué d'un châssis et d'un aimant qui crée un champ magnétique radial. Ok. Eh bien ici, la bobine, sous l'effet du signal électrique reçu, va avoir la tension à ses bornes variée et l'intensité du courant variée. Elle va donc pouvoir se mouvoir dans le champ magnétique, sous l'effet de l'apparition d'une force électromotrice, d'une FEM, liée au phénomène d'induction. Si la bobine bouge, elle transmet sa vibration à la membrane. Donc la membrane, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va osciller, et elle va créer des oscillations de proche en proche de toutes les couches d'air qui environnent la bobine. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura fait? Eh bien, on aura créé un signal mécanique, un signal audible, un signal acoustique finalement, à partir du signal électrique qui est à l'image du son. Donc, on crée une tension, U, qui est à l'image du son. Alors ça, après, comment on fait? On se débrouille de différentes manières. Soit on est en train de lire un signal informatisé type MP3, soit on est en train on a un saphir qui est en train de passer dans le sillon d'un vinyle, ou alors on a un laser qui est en train de passer, de détecter des creux et des bosses sur la surface d'un CD. Bon, 3 possibilités. Et derrière, le dispositif de lecture crée un signal électrique. Ce signal électrique, après amplification, est envoyé au haut-parleur. La bobine reçoit ce signal électrique. Comme elle est plongée dans un champ magnétique, on voit apparaître une force électromotrice qui crée une vibration de la bobine. Cette vibration de la bobine est transmise via une membrane solidaire à l'air. Et on a donc ici des suspensions qui permettent d'assurer bien à la fois la mobilité de l'ensemble mobile plus membrane, et puis en même temps la solidité de l'édifice aussi. Et donc ici, les vibrations de la membrane créent le signal acoustique que nos oreilles sont capables de percevoir. Alors le signal acoustique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des associations de dépression et surpression par rapport à la pression atmosphérique, couplées avec des variations de vitesse de déplacement des particules constituant l'air ambiant. Alors, maintenant qu'on a résumé un petit peu le fonctionnement d'un haut-parleur, on va pouvoir tenter de modéliser le comportement de celui-ci. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, évidemment, c'est tenter de déterminer, on est face à un problème d'induction, le flux magnétique au travers du circuit. Alors, quel est le problème ici qu'on va avoir? On sait que B, le champ magnétique, est radial. Donc, vu la forme un petit peu étrange de l'aimant qui est ici. Et donc, on a créé un champ magnétique radial et on a la bobine qui évolue là-dedans. Le problème, c'est que les spires vont être forcément contenus dans le plan du champ magnétique. Donc, est-ce qu'on va pouvoir parler de variation de flux? Pas exactement. Donc ici, on va devoir admettre
directement que E vaut B fois L fois la vitesse de déplacement de la bobine. En fait, vous voyez, c'est un cas un peu spécifique ici. On ne peut pas définir la FEM à partir d'une variation de flux parce que le flux lui-même est compliqué à définir. Donc on va admettre ce résultat. Donc ce qu'on obtient ici, c'est la FEM induite. En plus de cette FEM induite, eh bien, on a affaire à une bobine. Donc on va avoir une FEM propre qui vaudra L moins L dI sur dt, avec L l'inductance de la bobine. Donc là, on a une FEM induite par le mouvement de la bobine dans le champ extérieur, et une FEM propre, bien liée au fait que la bobine crée de l'auto-induction. Alors, ici, si on lit un peu plus attentivement, donc on a A, le rayon de la bobine du haut-parleur, L, la longueur d'enroulement de fil, donc là on prend L, toute la distance toute la longueur de fil qu'on a enroulé autour de l'axe, N, le nombre de spires, R, la résistance électrique du circuit, lambda, le coefficient de frottement fluide de l'air sur la membrane du haut-parleur. Donc là on voit que la membrane mécaniquement va être soumise à des frottements fluides. On a K, la constante de rappel du spider et de la suspension périphérique assimilée à un ressort. Z, l'abscisse de la membrane par rapport à sa position d'équilibre. Alors là vous voyez il y a beaucoup d'informations. Donc on va essayer de faire un petit peu le tri là-dedans. On voit que ce qui est associé au spider, c'est-à-dire au ressort, c'est la constante de rappel K. Ce qui s'exerce sur la membrane, les frottements fluides, ce sera lambda. Et pour ce qui est de la bobine, eh bien on a les caractéristiques électriques avec R la résistance, N le nombre de spires, L la longueur de fil enroulé, A le rayon. Et donc, comme on a une bobine, on se doute qu'on a un coefficient d'auto-inductance également L. Et donc ici, on repère la position de la partie mobile par la variable Z. Ok. Alors, une fois tout ceci effectué, le petit repérage, donc on arrive à ces deux définitions-là des FEM induites. Alors, pour ce qui est de la FEM auto-induite, donc ça, on sait que le flux propre vaut LI, et pour l'autre, comme on a dit, le flux induit, on a une définition compliquée. Donc, là, on arrive sur un cas que vous verrez en deuxième année, où il vous faut une formule plus fondamentale que E égale moins dφ sur dt. En fait, l'idée, c'est que la loi de Faraday fonctionne, on va dire, dans 90% des exercices, mais reste une loi phénoménologique. Si on veut la vraie loi, on est obligé de passer par ce qu'on appelle le champ électromoteur. Alors, à ce moment-là, on dit que la FEM induite, ça va être l'intégrale sur tout le circuit de V vectoriel B scalaire dl. Alors, la plupart du temps, ça reviendra à écrire E égale moins dφ sur dt. Mais il va rester les 10% restants où cette formule phénoménologique ne va pas fonctionner. Et donc il faudra revenir à la définition plus fondamentale, qui est obtenue à partir des équations fondamentales de l'électromagnétisme qu'on appelle les équations de Maxwell, que vous verrez en deuxième année. Et donc ici, si on calcule l'intégrale sur tout le circuit de ce qu'on appelle ici le champ électromoteur, eh bien, on arrive au fait que la vitesse, donc ici c'est la vitesse de déplacement de la bobine, ce sera V sur EZ,
Le champ magnétique B, on a dit qu'il était radial, donc on a B sur ER. Et DL, on est en train de circuler le long de la bobine. Donc on est en train de faire des tours de l'axe ici. On voit que DL, ce sera R dθ, Eθ. Donc on mène, d'ailleurs R qui vaut ici A, le rayon de la bobine. Ok. Alors, si on reprend l'expression précédente, donc le champ électromoteur intégré sur tout le circuit, eh bien ça nous fait VEZ vectoriel BER. EZ vectoriel ER donne Eθ. Donc on aura VB Eθ fois A dθ Eθ, scalaire A dθ Eθ. Donc on va intégrer sur tout le circuit VB fois A fois dθ. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégrer sur tout le circuit constitué par la bobine? Eh bien ça veut dire ici qu'on va devoir intégrer sur toute la longueur de fil. Qu'est-ce qu'on nous dit précédemment? On nous dit qu'on a n le nombre de spires. Donc le nombre de spires, c'est le nombre de tours. Donc l'angle θ, on va devoir l'intégrer sur n tours. Ici, en gros, ça veut dire que la longueur de fil qui a servi à réaliser la bobine, c'est n fois le périmètre d'une spire, donc n fois 2πa. Donc là, soit on écrit A dθ égale dl, et on intègre dl de 0 à la longueur, soit on intègre dθ de 0 à 2nπ. Ça revient exactement au même. Donc ici, le champ électromoteur induit, on voit que c'est l'intégrale de 0 à 2nπ de V fois B fois A fois dθ. Donc ça nous donne bien la FEM induite V fois B fois 2nπ fois A, donc V fois B fois L. Alors, en première lecture, en première étude, ce calcul, vous pouvez, entre guillemets, le laisser tomber et admettre ce résultat. Alors, je le justifie dans la vidéo pour vous montrer que ça n'est pas un résultat qui sort de nulle part, mais vous aurez l'occasion, en deuxième année, de revoir ce résultat-là en long, en large, en travers. Donc ici, retenez simplement que dans le cas où on a un champ magnétique radial et qu'on a les spires qui sont contenus dans le plan du champ magnétique, on peut malgré tout avoir des forces électromotrices qui apparaissent. Et à ce moment-là, eh bien, ça nécessite une formule un petit peu plus compliquée. Alors, ça ne dit pas qu'il faut à chaque fois utiliser cette formule, ça vous dit que dans les 10% d'exercices où vous n'arrivez pas à définir proprement le flux, il faut passer par là. Alors, ce qu'on va se proposer de faire ensuite, eh bien, c'est de déterminer l'équation électrique du système. Alors, ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a deux FEM induites. Enfin, deux FEM. On a la FEM liée à l'auto-induction et la FEM liée au champ extérieur. Donc on a la FEM induite totale qui vaut EP plus E associé à l'extérieur. EP, on sait que c'est moins L dI sur dt. Et ici, on a plus BLV pour la FEM associée au mouvement de la bobine dans le champ extérieur. Donc, si on représente le circuit électrique équivalent, eh bien, on va avoir... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le générateur extérieur qui impose la tension aux bornes de la bobine.
Alors ici, elle est notée U sur le schéma. Bon, on va respecter la notation du schéma, on va l'appeler U. On va avoir la bobine qui a une résistance R. On va placer le circuit en convention générateur pour le générateur qui est là. Et ensuite, on a la FEM induite, petite e. Donc cette FEM induite peut être évidemment scindée en deux FEM. Et l'une des FEM, on peut l'associer à une bobine en convention récepteur. Donc là, en tout cas, on a le circuit électrique équivalent, avec E qui vaut moins L dI sur dt, plus B fois L fois V. Alors là, on fait bien attention à une chose, si on écrit ceci dans la FEM induite, il ne faut en aucun cas re-représenter la bobine dans le circuit extérieur. Sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de compter deux fois la bobine. Donc soit on la compte dans la FEM induite pour le circuit en l'associant au flux propre, soit on la compte à part comme étant déjà un récepteur du circuit. Alors, une fois le circuit électrique équivalent représenté, eh bien la loi d'Émaille nous apporte l'équation électrique. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'équation électrique? Eh bien, on a U moins L dI sur dt plus B fois L fois V qui vaudra R fois I. On réagence un petit peu le tout. U plus BLV égale L dI sur dt plus RI. Donc là, l'équation électrique, on va respecter une sorte de code couleur, c'est l'équation associée à la bobine mobile. Donc on va dire ici, voilà, c'est le comportement électrique de la bobine qu'on est en train de décrire ici, si on veut, et du circuit dans lequel la bobine est plongée. Alors, une fois déterminée l'équation électrique, on sait qu'on va toujours devoir coupler une deuxième équation. Ici, une équation mécanique. Alors, l'équation mécanique, comment est-ce qu'on va la déterminer? Eh bien, on va devoir étudier mécaniquement l'évolution de la position Z. Alors ici, Z, on a dit que c'était associé à la membrane au cours du temps. Ok. Donc on sait qu'on va partir, comme on a toutes les forces qui s'exercent sur le même axe, eh bien on va partir directement sur un principe fondamental de la dynamique. Donc notre quête d'équation mécanique, ici, va s'effectuer en considérant le système membrane plus bobine. Le système membrane plus bobine, alors, c'est pas précisé dans l'énoncé, on va paramétrer la masse. Donc on va repérer ceci par la position du centre de gravité, et on va associer la masse m au système. On a donc une vitesse v qui vaudra v sur z, une position z, enfin OM, un vecteur position OG, plus exactement même, qui vaudra ZEZ. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, si on refait un schéma simplifié de ce qu'on a observé plus haut, eh bien, on va simplement positionner un axe des Z, hop, comme ceci. Sur cet axe des Z, on va positionner le point G, donc centre de gravité de l'ensemble membrane plus bobine. Donc ici même, on fixe un point au fait lié à la membrane d'après ce qui nous est dit. Le point O, on nous dit que c'est associé à la position d'équilibre atteinte lorsque le ressort est à sa longueur à vide. Ok. Donc O, c'est associé à l'équilibre lorsque le ressort est à sa longueur à vide. Alors ça, on le sait parce que le système est horizontal. Ok. Donc on repère le point G par son abscisse Z. On étudie ce système dans le référentiel
terrestre supposé galiléen. Et on réalise ensuite un bilan des forces. Alors, déjà, on sait qu'on a un mouvement sur l'axe du haut-parleur, donc qui va être horizontal. Donc on se doute que le poids P de l'ensemble et la réaction Rn de l'axe supportant la bobine sur celle-ci, eh bien, vont se compenser. Donc ici, on va dire que P et la réaction normale se compensent. Alors, qu'est-ce qui va nous rester comme force à considérer derrière? Eh bien, il va nous rester donc la force de frottement fluide, qui va s'exercer principalement sur la membrane, et la force de rappel du spider et de la suspension périphérique qu'on va assimiler à un ressort. Donc ici, le ressort, on peut le représenter à ce niveau-là. Donc la force de rappel du spider plus membrane périphérique. Eh bien, on sait que ça vaudra une force élastique en moins kz EZ. Alors pourquoi est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? On me dit qu'à l'équilibre, le ressort atteint sa longueur à vide. Donc si j'écris moins K L moins L0 EZ, eh bien ici, L moins L0, je sais que c'est directement l'abscisse Z du point G. Alors bon, ça c'est peut-être un petit peu faux d'assimiler le centre de gravité du système au point G, parce qu'il y a de fortes chances que la bobine soit beaucoup plus lourde que la membrane. Bon, je le fais pour des raisons pratiques de calcul. Et il va me rester eh bien, la force de frottement de l'air exercée sur la membrane. Et ici, on me dit que j'ai un coefficient de frottement lambda. Donc, si j'ai une force de frottement de coefficient lambda, eh bien, je sais que cette force, ce sera en moins lambda V EZ, si je considère que j'ai des frottements à, entre guillemets, faible vitesse. Donc, sur le schéma, le ressort étant étiré, je sais que la force élastique va être comme ceci. Et si jamais la masse se déplace vers la droite, allez, on va le supposer, eh bien je sais que la force de frottement sera vers la gauche. Donc là, je vérifie simplement une chose, je vérifie que si le ressort est étiré, la force de rappel tend à comprimer le ressort. Ça, c'est une vérification facile à faire, entre guillemets. Donc il faut se l'imposer à chaque fois. En plus de ces forces-là, on va avoir une dernière force. On est face à un phénomène d'induction. On a un circuit qui bouge dans un champ magnétique fixe. Donc, on va avoir une force de Laplace qui s'exerce. Il ne fallait pas l'oublier, celle-ci. Donc la force de Laplace, on va la calculer ici. On sait que la force de Laplace, c'est l'intégrale sur tout le circuit de IDL vectoriel B. Alors, dl, c'est A dθ Eθ. Donc ça, c'est le déplacement élémentaire le long du circuit. Et B, ici, le champ magnétique, on rappelle qu'il est selon ER. Donc, si je fais un produit vectoriel de Eθ par ER, eh bien j'obtiens moins EZ. Donc ici, je peux supposer que si A dθ est supérieur à 0, eh bien la force sera selon moins EZ dans ce cas-là. Donc je vais avoir une force de Laplace qui va s'exercer comme ceci aussi. Je vais maintenant mener le calcul. La force de Laplace, on voit que ça va être, alors je peux sortir I, je peux sortir A, je peux sortir B. I, A, B,
fois l'intégrale sur le circuit de moins dθ EZ. Je pourrais sortir EZ qui est un vecteur constant aussi. Donc je finis par obtenir que la force de Laplace, eh bien c'est... alors là, je rappelle, quand j'intègre sur le circuit, c'est de θ égale 0 à 2nπ. La force de Laplace, ça deviendra donc moins IAB fois 2nπ EZ. Et après 2nπ fois A, on rappelle que c'est directement la longueur du circuit. Donc là, j'ai fait le bilan des forces. J'ai la force de rappel élastique, la force de frottement de l'air et la force de Laplace à prendre en compte dans le principe fondamental de la dynamique que je vais maintenant appliquer. Alors, je le écris une fois en toutes lettres, et ensuite, je pourrais écrire PFD. Alors, le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Eh bien, il va nous dire que m fois l'accélération vaut le poids plus la réaction normale de l'axe, donc on a dit qu'il se compensait 2 à 2, plus la force de frottement, plus la force de Laplace, plus la force de rappel élastique. C'est un bilan des forces assez complet. Et donc en projection sur l'axe OZ, eh bien on sait que l'accélération ce sera mz point sur OZ, qui vaudra la force de frottement, donc moins lambda z point sur EZ, plus force de Laplace moins ILB EZ, plus la force de rappel élastique, moins KZ EZ. Je réagence tout ceci pour finir par obtenir, alors ici M Z point plus lambda Z point plus KZ qui vaut moins I fois L fois B. Alors cette équation, elle doit vous rappeler furieusement quelque chose. Ici, on arriverait à une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second membre, typique d'un oscillateur amorti. Donc la question est maintenant de savoir, de connaître la nature du terme ici au second membre. Et on se doute qu'on va alimenter la bobine avec une intensité variable au cours du temps. En effet, les sons sont traduits électriquement par des signaux variables, avec des fréquences audibles par l'oreille humaine, donc 20 Hz, 20 kHz. Donc ici, on se doute qu'on va devoir se placer dans un régime variable, et donc éventuellement peut-être un régime sinusoïdal forcé, où on va considérer que I est associé à un signal à une fréquence donnée. Ici, ce terme-là, c'est typique d'un oscillateur amorti. Donc là, on a obtenu l'équation mécanique, comme prévu, grâce au principe fondamental de la dynamique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Eh bien, il va me rester à déterminer les équations électriques et mécaniques en régime sinusoïdal forcé. Et donc là, c'est ce que je venais d'annoncer. C'est qu'on voit que le second membre ici est proportionnel à I. Et I va être variable. Donc quand on se place en régime sinusoïdal forcé, eh bien, on se place dans le cas où on suppose que les régimes transitoires associés au système, que ce soit au niveau électrique ou au niveau mécanique, ont pris fin. On sait que ce sera le cas au bout de quelques constantes de temps
caractéristiques du système. Pourquoi? Parce qu'ici, les solutions de l'équation homogène vont être des solutions soit pseudo-périodiques, soit apériodiques, soit critiques. On a un transitoire du second ordre. Et ici, électriquement, les solutions naturelles, c'est des solutions d'équations d'ordre 1. Donc transitoire avec une exponentielle qui va revenir au bout de quelques taux sur la valeur en régime permanent. Donc ici, les solutions naturelles de l'équation électrique et de l'équation mécanique nous amènent à l'idée qu'on va avoir des régimes transitoires, et qu'au-delà de ces régimes transitoires, les solutions, les termes associés aux solutions des équations homogènes, vont tous tendre vers 0. Donc, on considère que les régimes transitoires ont pris fin. Et donc, si les régimes transitoires ont pris fin, eh bien, on va pouvoir travailler avec la notation complexe. Car on va pouvoir supposer que tous les signaux intervenant dans le système, dans la mesure où le système est linéaire, sont à la même fréquence que le signal imposé en entrée du système. Donc ici, la tension U, image du son que l'on a envie de diffuser. Alors, on reprend le système d'équations. Donc l'équation mécanique, mz point plus lambda z point plus kz égale moins ILB. L'équation électrique, U plus BLV, donc BL z point égale L dI sur dt plus RI. Donc là, on a le système de deux équations qui va nous intéresser. Et on va maintenant chercher à le résoudre en régime sinusoïdal forcé. Alors, régime sinusoïdal forcé, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on va poser que Z complexe vaut l'amplitude complexe Z max fois exponentielle J oméga t. On va poser I complexe, qui vaudra l'amplitude complexe I max exponentielle J oméga t. Et on va poser U, la tension, qui vaudra U max fois exponentielle J oméga t également. Ok. Alors, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est, dans la mesure où on est passé en notation complexe, définir une origine des phases. Alors ici, l'origine des phases, le plus simple, ce serait peut-être de l'attribuer à la tension U qui sert à alimenter le haut-parleur. En effet, c'est ça le signal qui va déclencher tout le reste, enfin qui va mettre en place la machine, si on veut. Alors, ici donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en basculant en notation complexe, on sait que la dérivée première est associée à une multiplication par j oméga, et la dérivée seconde, par une multiplication par j oméga au carré, donc une multiplication par moins oméga carré. Donc je bascule l'équation mécanique et l'équation électrique en notation complexe, ce qui va me permettre d'obtenir m moins m zm fois oméga au carré, plus j lambda oméga zm complexe, plus k zm complexe, qui vaudra moins ILB, donc qui vaudra moins L fois B fois I max. Donc là, j'ai un lien direct entre Z, l'amplitude complexe Z, qui va combiner donc à la fois la phase à l'origine et l'amplitude. J'ai un lien direct entre Zm et Im. L'équation électrique va, elle, me donner un lien direct entre UM complexe et I. Donc ici, JL oméga plus R fois IM. Donc la bascule en notation complexe me permet d'obtenir ce système d'équations-ci. Et donc ce système d'équations, eh bien on va maintenant essayer d'en faire quelque chose.
C'est-à-dire qu'on va essayer de le résoudre. Alors, ici, on va essayer de travailler donc sur ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'impédance du système. Alors, on va peut-être affiner un tout petit peu les relations précédentes. On va faire le lien entre Zm et Im très rapidement, et le lien aussi entre Um et Im. Alors, on commence par Zm. Donc là, on peut dire l'amplitude complexe du mouvement. On voit que l'amplitude complexe du mouvement, eh bien ce sera Im, facteur de moins Lb, sur, et là on a pas mal de termes, K plus J lambda oméga, moins M oméga carré. Donc K moins M oméga carré, plus J lambda oméga. Ok. Donc là on a fait le lien. Pour obtenir l'amplitude complexe de la variable de position. On va maintenant essayer de faire le lien avec l'amplitude complexe de la tension qui est en entrée. Alors ici, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait que UM, c'est JL oméga plus RIM moins JLB oméga ZM. Alors, ici on avait dit moins, donc moins JLB oméga ZM, donc moins moins plus JL carré B carré oméga sur K moins M oméga carré plus J lambda oméga fois IM. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai obtenu l'amplitude complexe de la position en fonction de l'amplitude complexe de l'intensité. Ici, l'amplitude complexe de la tension en entrée en fonction de l'amplitude complexe de l'intensité. Donc grâce à ces deux équations, eh bien, je vais essayer de déterminer ce qu'on va appeler l'impédance du haut-parleur. Alors l'impédance du haut-parleur, ça va être une grandeur un petit peu spécifique. Dans la mesure où ici, souvent les impédances, on a dit que c'était des grandeurs sans dimension. Non, pas sans dimension, rapport de tension sur intensité, pardon. Oula, je dis des bêtises. Et bien là, on va encore partir sur cette idée. Donc on va essayer de calculer le rapport UM sur IM. Donc ça sera l'impédance électrique du haut-parleur. Qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien on va constater que Z du haut-parleur, eh bien ce sera R plus JL oméga, plus ce terme-ci. Donc ici, K moins M oméga carré plus J lambda oméga. Ok. Donc là, en remontant à la définition de l'impédance, eh bien j'arrive à définir cette grandeur. Alors, maintenant je vais essayer d'analyser la signification de tous les termes qui sont apparus ici. Je vois que je vais pouvoir couper l'impédance du haut-parleur, l'impédance a priori électrique,
en deux sous-parties. Une impédance purement électrique, R plus JL oméga, et une impédance que je vais appeler motionnelle, qui sera liée au couplage électromécanique. Donc là, vous voyez, l'impédance du haut-parleur devient une somme d'un terme lié purement aux caractéristiques électriques du circuit, donc lié finalement ici à la bobine en elle-même, hein, et d'un autre terme lié au fait que la bobine est liée à une membrane qui bouge. Donc on a une partie électrique et une partie mécanique, enfin de couplage électromécanique. Donc, ici, on a l'impédance électrique de RL en série que l'on va additionner avec une impédance qu'on va appeler motionnelle, alors ici, comme j'avais déjà Zm qui était occupé pour l'amplitude des oscillations, j'appelle celle-ci Z-mod. Il faut bien faire attention qu'ici on a certains Z qui vont être des amplitudes, donc des longueurs, et d'autres qui vont être des impédances, donc des rapports de tension sur intensité. Et donc cette impédance motionnelle, on voit qu'elle va être liée au couplage électromécanique qui se met en place dans le système. Alors, cette formule-là, on a un petit peu de mal à l'analyser telle qu'elle. Et comme on voit qu'on a une sorte de passage à l'inverse, eh bien, on va essayer d'interpréter la deuxième grandeur comme étant l'association en parallèle de trois impédances. Alors, quelles vont être les trois impédances que je vais associer en parallèle? Il va y avoir ici un terme qui va être lié à la présence de K, donc un terme qui serait un terme de rappel élastique, un terme lié à la présence de la masse, donc un terme qui serait un terme inertiel, et un terme dissipatif qui serait lié à la présence de frottement. Donc l'impédance motionnelle, comme je l'ai dit, ça se met donc sous la forme suivante. Ça se met sous la forme donc JL carré B carré fois oméga divisé par K moins M oméga au carré plus J lambda oméga. Et dans la mesure où on a une structure avec une somme au dénominateur, eh bien on a dans l'idée que les impédances seraient sûrement associées en parallèle. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on associe des impédances en parallèle, eh bien ce qu'on est en train de sommer, c'est les inverses. Donc là, on pourrait dire que 1 sur l'impédance motionnelle, qui vaut Y motionnelle, donc ce qu'on appelle l'admittance, serait la somme de trois termes. Y1 plus Y2 plus Y3, pas très original. Et maintenant, on va essayer d'identifier chaque terme. Alors on sait que l'admittance motionnelle, elle vaudra K sur JL carré B carré oméga.
plus J lambda oméga sur J L carré B carré oméga plus, enfin plutôt moins, bon allez, moins M oméga carré sur J L carré B carré fois oméga. Donc là on a obtenu trois termes. Alors ces trois termes, ils vont pouvoir se simplifier assez aisément. Et donc ici je vais alors associer un terme donc à la constante de raideur, un terme au frottement, un terme à la présence de la masse. Et on va essayer d'identifier chaque terme. Alors, la première impédance, on peut appeler Z1, est associée à la présence du ressort. On va avoir Z1 qui vaudra K, enfin qui vaudra JL carré. Alors, on va essayer d'agencer le terme de manière la plus sympathique possible. J fois L carré B carré sur K fois oméga. Autrement dit, ici, on pourrait dire J L1 fois oméga. Donc là, on a un terme de quel type? On a un terme inductif. Donc un terme, on pourrait dire, de rappel. Ici. Alors, en plus du terme lié à la présence du ressort, qui a une nature inductive, on va avoir le terme lié à la présence des frottements. Le terme lié à la présence de frottements, on voit que les J vont se simplifier, on voit que les pulsations oméga vont se simplifier, et il va nous rester lambda sur L carré B carré. Alors ça, à quoi est-ce que ça nous fait penser? Pardon, L carré B carré sur lambda. Je repasse à l'inverse. Je fais des bêtises. L carré B carré sur lambda. L carré B carré sur lambda. C'est comme si j'avais une résistance. Donc ici, j'ai un terme résistif lié au frottement. Et donc, si le terme est résistif, eh bien, il est lié à de la dissipation d'énergie. Donc, j'ai un terme de rappel, j'ai un terme dissipatif, et puis j'ai le troisième terme, qui va être, lui, le terme lié à la présence de la masse. Ce terme-là va être associé à Z3, qui va valoir. Alors ici, on prend l'inverse. Donc, comme on prend l'inverse, on peut multiplier par J en haut et en bas pour supprimer le signe moins. Si on fait cela, on va obtenir L carré B carré sur J fois M fois oméga. Autrement dit, 1 sur J, M sur L carré B carré fois oméga. Soit, si on veut encore aller un peu plus loin, 1 sur J C3 oméga. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme type de terme? On a un terme capacitif qui devient un terme ici inertiel, lié à la masse. Donc, ici, on voit que le haut-parleur va se comporter électriquement comme quelque chose d'assez complexe. On va avoir d'un côté la partie électrique pure, que j'ai représentée ici, et de l'autre la partie électromécanique. Donc la partie électrique pure, on a dit que c'était R et L en série. Donc on va mettre
la tension U ici en entrée, cette tension U aux bornes donc de R et L en série. Donc ça, c'est le terme électrique pur lié à la bobine seule. Et en série avec ce dipôle électrique pur, eh bien on va avoir une association en parallèle d'une bobine qui sera associée à la présence du ressort. Alors là, par rapport à l'analogie électromécanique de début d'année, faites attention, vous voyez que bobine et condensateur ont changé leur statut en raison de la nature de l'association. En tout début d'année, on avait fait un parallèle électromécanique, et on avait vu que dans un RLC série, ce qui jouait le rôle de terme inertiel, c'était la bobine. C'était le terme associé à la présence de la bobine. Ici, le terme inertiel est lié à la capacité, parce qu'on a une association en parallèle. Donc faites attention à ça. Alors, donc on a une association RL électrique pure, et puis on va avoir en parallèle ici, donc une bobine hop, je prends le temps de faire le schéma propre. Une bobine, une résistance et un condensateur. Les trois regroupés formant ce qu'on appelle l'impédance motionnelle. Et donc cette impédance motionnelle, ça va être le terme qui traduit le couplage électromécanique nécessaire au bon fonctionnement du haut-parleur. Donc là, alors, vous voyez, c'est quand même... Alors ici, on pourrait appeler ça L motionnel, ici R motionnel, et ici, C, la capacité, C motionnelle. Donc là, de manière très logique, ce terme-là est lié à la présence de frottement. Ce terme-là est lié à la présence, le terme inductif, à la présence du ressort. Et ce terme-là est lié à la valeur de la masse. Et donc vous voyez à chaque fois, pour représenter le couplage électromécanique, on a bien l'inductance et le champ B qui sont présents dans les termes. Donc ici, si on résume, un haut-parleur, on sait qu'il est là pour transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. Et le lien entre la tension U qu'on impose aux bornes du haut-parleur et l'intensité I traversant celui-ci, et vous voyez qu'une fois qu'on a trouvé I, eh bien, on a trouvé sans aucun problème l'amplitude complexe de la position, parce que le lien entre les deux se fait avec cette équation complexe, eh bien, on voit au fait que ça devient très très simple. Alors juste, mince, j'ai fait une boulette. Ici, c'est la longueur L. Alors hop, aïe aïe aïe, hop, on va corriger tout ça partout. Hop, L, L, désolé, hop, L, ok, ok. Donc ici, je reprends. On avait dit donc que le haut-parleur était là pour transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. On a vu comment ça fonctionnait, simplement que grâce au fait que on fait apparaître une force électromotrice aux bornes de la bobine suite
aux variations d'intensité au sein de celle-ci qui créent un mouvement. On voit que le mouvement va être oscillant, et on voit que l'amplitude complexe de la tension s'exprime très simplement en fonction de l'intensité I traversant le circuit, qui elle-même s'exprime derrière très simplement en fonction de Zn. Et donc ici, eh bien, on assimile un haut-parleur à un circuit électrique qui contient donc une partie purement électrique et une partie motionnelle de couplage électromécanique qui permet le transfert de l'énergie électrique vers l'énergie mécanique. Et donc ce terme de couplage électromécanique est associé eh bien, à la base aux caractéristiques d'un oscillateur mécanique couplé avec un système électrique. Et donc le terme, enfin les trois termes naturels de l'oscillateur mécanique sont présents ici. Le terme de couplage électromécanique est au-dessus. Donc ici, cette étude du haut-parleur, alors assez technique, un petit peu complète, constitue déjà un exercice en tant que tel. Donc là, on a fait la version compliquée. Ici, ce qu'on vient de traiter, c'est, vous voyez, un exercice d'application du cours. Hein, c'était traité dans un sujet de CCP-PC il y a quelques années, quasiment sous cette forme-là. Alors, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que sur un haut-parleur, on va toujours avoir des termes électriques purs et des termes électromécaniques. Et derrière, il faut avoir déjà une idée de l'interprétation physique des termes liés au couplage électromécanique. Dans les cols en lien avec ce chapitre, nous allons voir un cas d'étude d'un haut-parleur simplifié qui met en jeu un rail de Laplace relié à un ressort, ce qui permet au fait de faire apparaître tous les termes de couplage électromécanique sans passer par le calcul ici de champ électromoteur. Donc cet exercice simplifié, c'est un exercice qui était posé, enfin qui est posé à l'oral de Naval, et donc c'est intéressant de bien maîtriser l'interprétation physique du haut-parleur et de bien maîtriser les calculs qui vont faire apparaître l'association en parallèle de trois impédances. Cette vidéo clôt les vidéos de cours de l'année. C'est-à-dire que ici le programme de MPSI est terminé grâce à cette vidéo. Donc il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire. Et le prochain épisode eh bien, aura lieu l'année prochaine avec un autre enseignant que moi, en classe de MP ou éventuellement de PSI. Portez-vous bien et à bientôt.